Je voudrais avant tout propos vous exprimer, Monsieur le Premier ministre, mes sincères remerciements pour les vœux chaleureux formés à mon endroit, à celui de la Première Dame et du Vice-président, au nom du gouvernement. Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous et tout d'abord, excellente et bonne année 2026. Toutes les équipes internationales de CNN et CWAB Info vous souhaitent une bonne année 2026. Merci de nous recevoir chez vous à cette émission, premier numéro de l'année 2026. Nous allons commencer par la Côte d'Ivoire et d'abord, nous allons vous présenter l'homme de l'année 2025. Désigné comme l'homme de l'année 2025, M. Téné Birahima Ouattara par l'ONG Balater à la suite d'un processus de sélection fondé sur un sondage dont la rigueur a été exemplaire. On retiendra comme critère l'impact sur la vie nationale, la contribution à la stabilité et à la cohésion sociale, la capacité de mobilisation et le leadership. Une distinction qui, pour cette ONG Balater, salue le rôle et l'influence de M. Téné Birahima Ouattara dans la conduite des affaires publiques et sa contribution à la vie institutionnelle nationale au cours de l'année 2025 en Côte d'Ivoire. Il est à noter que pour arriver à cette désignation, l'ONG Balater a mis en contribution et mobilisé pour ce sondage national en Côte d'Ivoire des acteurs de la société civile, des professionnels des médias, des analystes et des citoyens, conduite avec méthodologie rigoureuse et transparente. Voilà, pour quand même dire bye bye à 2025, voilà qui c'est qui a été désigné l'homme de l'année en Côte d'Ivoire, M. Téné Birahima Ouattara. Je vous retrouve juste après la réclame. Toutes les équipes internationales de CNN et CWAB Info vous souhaitent une bonne année 2026. Et oui, en fervent catholique chrétien que je suis, il est important quand même de faire une remarque sur la célébration de la Noël 2025 dans un pays, le Gabon. Et surtout, de savoir que les uns et les autres n'ont pas pour habitude de mettre un accent particulier sur cette fête qui est une fête de référence pour tous les catholiques chrétiens. Nous allons au Gabon et nous allons surtout parler de Madame le docteur Marie-Madeleine Boranzo. Madame Boranzo, tout en vous rappelant qu'elle a été élue membre de l'APDI, cette grande institution internationale qui rengorge tous les professeurs, les docteurs en droit, des personnes requises et surtout des personnes qui ont qualité à parler du droit international. Élue membre de la PDI, Madame Marie-Madeleine Boranzo, contrairement à certaines de ses compatriotes, a réveillonné avec les siens dans son pays, le Gabon, avec le top management de l'Université internationale de Libreville, dont elle est fondatrice, le 24 décembre 2025. Tout a commencé par une belle messe d'action de grâce, comme vous le regardez, dans la belle église qui porte le nom de la génitrice du docteur Marie-Madeleine Boranzo, l'église Sainte-Berthe, à Essassa. Et ensuite, s'en est suivi un repas copieux dans l'auditorium qui porte le nom de son fils, initiateur de ce complexe scolaire et universitaire, l'auditorium Kabangoy Luce Donald. À l'initiative de la fondatrice de l'Université internationale de Libreville, Dr Marie-Madeleine Boranzo, un réveillon de Noël a été organisé à l'Université internationale de Libreville le 24 décembre 2025 pour célébrer l'excellence académique, grand moment de recueillement spirituel, de présentation aux seigneurs de toute la vie à l'université, parmi lesquels la nouvelle école d'agronomie ESA.
L'église Sainte-Berthe, bâtie dans l'enceinte de l'UIL, est sa très belle crèche sur laquelle était couché l'enfant Jésus, entouré de la Vierge Marie, Saint Joseph, des rois mages, ont émerveillé la curiosité de l'assistance en cette nuit de la Nativité à l'occasion de cette messe d'action de grâce en ce 24 décembre 2025. Demeure toujours fidèle dans l'annonce de cette bonne nouvelle et de ton salut, ensemble. Cérémonie religieuse en présence de tous les responsables et agents de toute l'institution Berthe et Jean située dans le Grand Libreville à Essassa, au Gabon, ainsi que la présence remarquée de la communauté Sainte-Berthe. Tout a commencé par une messe à 22h dans la belle église Sainte-Berthe située dans l'enceinte de l'UIL, comme pour rendre gloire à Dieu en cette période de la nativité de son fils Jésus-Christ, ponctuée de beaux chants de la chorale. Cette messe était suivie d'un dîner chaleureux convivial à l'auditorium Kambangoy. Carlus Donald a servi de cadre à ce dîner de réveillon aux sonorités des chants de la chorale. En présence du docteur Marie-Madeleine Borantsou, nouvelle membre élue de l'AAPDI, de son époux, des membres de sa famille, ceux et celles du top management de l'Université internationale de Libreville. Merci encore et bon appétit à tous. Que Dieu bénisse l'UIL Berthe et Jean. Bonne année 2026 à tous ses étudiants, l'ensemble du personnel enseignant et le top management. Toutes les équipes internationales de CNN et Siwab Info vous souhaitent une bonne année 2026. Voilà l'entente de cette émission, premier du genre pour 2026. Nous avons mis quelques points comme ça, et en Côte d'Ivoire, avec l'homme de l'année 2025, et au Gabon, avec ce réveillon qui a fait plaisir à nombreuses personnes, et surtout les étudiants de l'Université internationale de Libreville. Parlant de cette université, je vous le propose, et on se retrouve juste après cette réclame. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Ouverture de la nouvelle École supérieure des sciences agronomiques, en sigle ESSA, et ses filières d'agronomie à l'IUL BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Retour en Côte d'Ivoire, le pays présidé par son Excellence
Alassane Ouattara, chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire. Et dans ce pays, nous commençons cette information par celui qui a été désigné l'homme de l'année 2025. En Côte d'Ivoire, quand le patriotisme ivoirien porte un nom, M. Téné Birahima Ouattara, quand on sait le déroulé des élections présidentielles, tout ce qu'il fallait mettre en ordre pour la sécurité, afin de garantir une sécurité dans les frontières nationales, assurant une paix aux populations, et sans répit, les législatives se sont enchaînées avec le choix porté sur sa personne pour être tête de liste de son parti, le RHDP, dans la commune populaire d'Abobo. Sanctionné par une victoire honorable, un plébiscite des populations d'Abobo avec un score de plus noble. Et voilà qu'il ne déroge à aucun élément de son devoir professionnel qui l'a amené à rendre heureux les forces de défense et de sécurité avec qui il a partagé un moment merveilleux en pleine fête de fin d'année. À leur côté, à Korogo, en cette fin d'année 2025, alors certains auraient choisi de rester tout doudouné dans leur famille à Abidjan. Reportage Ousmane Koulibaly. Au 4e bataillon d'infanterie de Korogo, le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, se tient aux côtés des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. À présent au milieu des troupes, il prend part à un repas de corps partagé avec les hommes et les femmes en uniforme, un geste symbolique et concret visant à renforcer la proximité entre la hiérarchie militaire et les soldats sur le terrain. Ce repas est non seulement le cadre idéal de communier avec vos hommes, mais surtout l'expression de l'attention particulière que vous leur accordez. Nous sommes sincèrement honorés. Ouvert aux populations, ce repas de corps vise également à renforcer les liens entre l'armée et les civils en offrant un moment de partage et de convivialité entre militaires et civils, favorisant les échanges et la compréhension mutuelle, consolidant ainsi les rapports entre les forces armées et la communauté civile. C'est une manière de dire aussi que nous sommes en de bons termes et qu'ils sont là pour nous. Et qu'il n'y a pas de barrière, la population peut aussi apporter des informations. Les civils avec les militaires, je pense que vraiment ça c'est la joie. C'est pour dire qu'il y a la paix qui règne dans notre pays. Tout ce que nous allons souhaiter à nos autorités, de faire tout pour que notre pays vive toujours en paix. Au cours de cette rencontre conviviale, le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, a pris le soin d'exprimer ses chaleureuses félicitations aux forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, saluant leur dévouement constant et leur professionnalisme. Il a souligné par ces mots la reconnaissance et l'appréciation de l'État envers leur engagement permanent dans le maintien de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Mon général, au nom de son Excellence le Président de la République, chef suprême des armées, je voudrais vous saluer, vous et vos hommes, et vous féliciter pour votre posture dans la zone opérationnelle Nord. Votre engagement ici permet aux Ivoiriens d'être en paix et en sécurité. Le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, a par ailleurs rassuré les forces de défense et de sécurité quant au soutien total du chef suprême des armées de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara. Il les a également appelés et exhortés à porter une grande attention à l'entretien des équipements qui leur ont déjà été remis afin d'en préserver la fonctionnalité sur la durée et d'en garantir la pleine efficacité opérationnelle. Je voudrais encore vous dire qu'en ce qui nous concerne, à la demande du chef de l'État, chef suprême des armées, vous dire toute notre disponibilité à faire en sorte que les choses s'améliorent de jour en jour, aussi bien en infrastructure qu'en équipement, qu'en confort de vie. Lors de ce repas de corps, le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, a annoncé la construction d'un nouveau camp militaire à Tengrela dans les jours à venir. Toutes les équipes internationales de CNN et Siwab Info vous souhaitent une bonne année 2026. Toujours en Côte d'Ivoire, comme je disais tantôt, ce pays présidé par son Excellence Alassane Ouattara, nous allons quand même faire un petit retour en arrière, un flashback sur les législatives
législatives 2025 et qui ont été une réussite à tout point de vue en Côte d'Ivoire. Les législatives 2025 en Côte d'Ivoire, au vu de l'image qui est affichée, attestent une large majorité au parti au pouvoir, le RHDP. Nombreuses figures politiques emblématiques ont confirmé leur assise dans leurs différentes contrées, à l'exemple du large plébiscite du ministre d'État, M. Ténébiraïma Ouattara, brillamment élu député de la commune d'Abobo. Le président de la CUI a tenu à mettre un point d'honneur sur des explications apportées aux populations pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que c'est le rôle d'un député. Reportage Ousmane Koulibaly pour CNN. Terminer les élections législatives placées sous mandat des élus. Cependant, au-delà des résultats et des célébrations, la question du rôle réel des députés persiste. Dans les rues d'Abidjan, les opinions divergent. Il représente la population dans la circonscription dans laquelle il a été élu. Il siège à l'Assemblée nationale et il essaie de voter les lois. Il fait des propositions de loi. Il peut aussi apporter des amendements de modification des textes. En un mot, il contrôle l'action du gouvernement. Aussi, c'est de pouvoir adopter les budgets. Un grand nombre de citoyens continuent de considérer le député comme un acteur clé du développement local, s'attendant à ce qu'il apporte des infrastructures, des emplois et des aides sociales. Je souhaiterais que notre député puisse voir nos routes, parce que vraiment les routes qui vont vers les villages sont c'est très délabré. Les routes il n'y a pas de route carrément même. Donc ils n'ont qu'à voir aux côtés des routes et puis l'eau. Tout ce qui fait partie du développement d'une ville ou bien d'un village, ils apportent tout ça. L'ensemble de ces attentes sont légitimes et ont été clarifiées par le directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan, M. Flan Moké César. Étant donné que le député n'a pas de budget propre, il ne peut pas être un agent de développement, mais il peut favoriser par ses relations, par son carnet d'adresse, à la réalisation de quelques projets de développement. Le député est principalement un acteur essentiel de la démocratie, un rôle fréquemment ignoré par les citoyens, mais crucial au fonctionnement de l'État. On les voit comme ça, mais ils ne jouent pas véritablement le rôle qu'on veut. Bon, souvent, on a des députés qui se démarquent par rapport à certaines lois, mais en vérité, je ne vois pas vraiment grand-chose. Il faut vraiment que le député ne parte pas peut-être voter des lois parce que peut-être son parti lui dit qu'il faut voter telle loi. Il faut qu'il prenne conscience vraiment des lois qu'ils sont en train de voter. C'est le député qui vote la loi et consent l'impôt. Donc il s'agit de voter la loi parce que dans un État moderne, on ne gouverne qu'à travers la loi. Le Parlement contrôle l'action gouvernementale. Donc l'activité gouvernementale doit être passée au peigne fin par le parlementaire, par le député. Le député est un représentant du peuple, donc il remplit la fonction de représentativité. Les responsabilités du député sont fréquemment soulignées par la CEI lors de ces séances d'information et séminaires. Le député, il est le député de la nation. Il est député élu dans une circonscription, mais pour la nation. J'arrive dans une circonscription, ils n'ont pas d'eau. Pourquoi n'ont-ils pas d'eau ? Ils n'ont pas de soins. Pourquoi n'ont-ils pas de soins? Ils ont faim. Pourquoi ont-ils faim? Et quand je finis d'identifier leurs défis, leurs préoccupations, quelle est la solution? Je n'attends pas la pluie pour leur donner de l'eau, sinon ce ne serait pas une solution viable. Mais devenu député, comme c'est une préoccupation qui est générale, nous allons imposer au gouvernement qui est chargé de l'exécution. Voilà pourquoi on dit l'exécutif. Il exécute quoi? Il exécute la loi. Et la loi vient d'où? De vous, les députés, potentiels députés que vous êtes. Après leur élection, les députés, avant de commencer leur mandat, bénéficient d'un encadrement particulier. Il y a un séminaire d'orientation et d'imprégnation qui est organisé de façon systématique à l'ouverture de chaque législature après la séance inaugurale. Ou bien cette séance d'imprégnation a pour objectif de pouvoir concrètement permettre aux députés de connaître ses missions, ses fonctions concrètement au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, lorsque le député arrive au moment de l'organisation de ce séminaire d'imprégnation et de mise à niveau des députés, il y a un certain nombre de modules qui sont préparés de façon spécifique pour leur faire prendre connaissance de leur mission. Il s'agit de la présentation de la procédure législative, il s'agit de la connaissance des organes qui permettent de faire fonctionner l'institution. Il s'agit aussi des éléments de bienséance et de protocole qui sont quand même essentiels dans l'occupation de leurs fonctions.
Donc pendant 3 à 4 jours, il se tient ces séminaires d'imprégnation. Comprendre le rôle du député, c'est voter non seulement en tant que citoyen éclairé, mais aussi en pleine connaissance de cause et en faisant un choix réfléchi et déterminant. Un choix qui a le pouvoir d'influencer et de façonner durablement la vie politique nationale, orientant les décisions et les équilibres pour les quinquennats à venir. Restons toujours en Côte d'Ivoire. Et là, un autre homme de sécurité, M. Vagondo Diomandé. Nous allons parler, et la raison, vous le saurez dans un instant, juste après la réclame. Toutes les équipes internationales de CNN et Siwab Info vous souhaitent une bonne année 2026. En Côte d'Ivoire, M. Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, jusqu'au 7, il faut le rappeler. Il était encore ministre jusqu'au 7 janvier, date à laquelle un communiqué a mis fin aux activités gouvernementales. Le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a inauguré le tout nouveau commissariat de la ville de Tafiré, situé au nord de la Côte d'Ivoire. Reportage CNN. Tafiré, point de rencontre, de mélange et de diversité culturelle, la ville reçoit des populations de divers horizons. Afin d'améliorer la sécurité et le bien-être de ses habitants, un nouveau commissariat de police a été ouvert. Au-delà de la sécurité, ce commissariat est aussi un levier de développement. Car là où règne la paix, prospère le commerce. Là où la sécurité est assurée, les affaires se développent, les investisseurs s'installent et les touristes viennent découvrir nos richesses culturelles et humaines. Cela démontre la volonté accordée par M. le ministre de l'Intérieur de l'intérêt particulier à la sécurisation des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Le général Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a souligné l'importance de ce commissariat de police tout en procédant au lancement officiel de l'opération de sécurisation des personnes et des biens nommée Opération Épervier. Ce commissariat se situe comme Tafiré d'ailleurs, à un point de jonction de 3 grandes zones d'influence. La première zone, quand on regarde au nord, Ferké. La deuxième zone, quand on regarde au sud, Niakara et autres. Et quand on regarde au centre, on voit Korogo à travers le carrefour Kanawolo qui n'est pas loin d'ici. Ces 3 axes-là constituent un point de jonction qui a forcément une influence sur Tafiré. Il faut que tout le monde se sente bien à Tafiré et que tout le monde se sente en sécurité. C'est pourquoi nous avons choisi aujourd'hui, à l'occasion de l'ouverture de ce commissariat, de faire 2 opérations en même temps. Ouvrir le site qui va accueillir les policiers, mais aussi lancer officiellement sur le plan national l'opération de sécurisation dénommée Épervier, qui est à sa 11e édition. Le poste de police de Tafiré est maintenant fonctionnel avec un effectif de 50 policiers sous la direction d'un commissaire de police. Toutes les équipes internationales de CNN et Siwab Info vous souhaitent une bonne année 2026. Nous quittons un tant soit peu la Côte d'Ivoire pour le pays de son excellence, Denis Sassou Nguesso, à savoir le Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville s'est tenu un repas de corps en l'honneur du contingent 2023 affecté à la zone militaire de défense numéro 1. C'était le 30 décembre 2025 dernier au Congo-Brazzaville. Reportage CNN. Une fois n'est pas coutume, le général de brigade Jean Olusegun Ondaye, commandant de la zone militaire de défense numéro 1, a honoré ses hommes lors d'un repas de corps organisé le 30 décembre 2025 au 31 groupement naval en faveur du contingent 2023 affecté dans la zone. Cette rencontre réunissant du soldat de 2e classe au général illustre la fraternité d'âme, ce lien permettant aux soldats de s'adresser directement au général sans passer par le chef de corps. Mon général, ce repas de corps n'est pas seulement un moment de convivialité. Au-delà de tout, il est le symbole manifeste et poignant de la considération que vous avez pour votre troupe. Il est le symbole de notre cohésion, de notre fraternité d'armes et de notre engagement commun au service de la nation.
Aux jeunes soldats, l'officier général a donné des conseils essentiels pour guider leur carrière et renforcer le sens de devoir. Ne jamais se plaindre car qui que se plaint trop trahit, résister et fait preuve de stoïsme. Écoutez vos chefs et respectez leurs aînés et garants de restitution et de responsabilité. Il les a insisté à s'entraider sans attendre, à éviter la facilité et à cultiver bravoure, fermeté, courage, loyauté envers les institutions et la neutralité politique. Pour conclure, le général de brigade Jean Olesungu Ondaye, commandant de la zone militaire de défense numéro 1, a souhaité que celle-ci serve de rampe de lancement pour la carrière des jeunes. Ce moment de partage illustre la proximité du commandant avec ses hommes, symbolise la fierté d'appartenir à cette institution régalienne fondée sur la discipline, la loyauté, la solidarité et le dépassement de soi. Le repas, véritable plaisir gustatif, a su joindre l'utile à l'agréable au grand plaisir des convives. Ça ne peut qu'être des sentiments de joie, c'est pas donné à n'importe qui de pouvoir prendre un repas avec un général. C'est un plaisir inoubliable. Nous sommes engagés et on a prêté serment sous le drapeau. Cette rencontre tenue à la veille de réveillon d'armes 2025 est organisée selon l'exemple du général d'armes Denis Sassou Nguesso, président de la République, qui a toujours honoré la force publique, comme en témoigne le dévoilement le 21 février 2020 à Pointe-Noire de la stèle du soldat de la paix. Il est à rappeler que ces jeunes recrues ont visité la ferme agro-pastorale du quartier général de la zone numéro 1, puis la stèle du soldat de la paix érigée au rond-point Germaine Bemba. Toutes les équipes internationales de CNN et Siwab Info vous souhaitent une bonne année 2026. Nous quittons le Congo pour le Tchad. Au Tchad, ce pays présidé par le maréchal président de la République, son Excellence le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, est un pays où les choses se font calmement et avec beaucoup d'honneur. Vous remarquerez que je parle énormément des différents corps d'armée dans nos différents pays pour qu'on comprenne bien que ceux qui dirigent nos gouvernements ne les ont pas oubliés pendant les fêtes. Des membres de gouvernement de certains pays, la Côte d'Ivoire, le Congo, là on verra avec le Tchad, sont allés réveillonner, partager un repas avec les éléments de défense et de sécurité de nos différents pays. Et là, au Tchad, il s'agissait de prendre part le 31 décembre 2025 à la 18e édition de la fête des armées en N'Djamena. Et là, le président de la République tchadienne, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, ne s'est pas fait prier. Reportage CNN. La 18e édition de la fête des armées a été célébrée dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026 au quartier général des armées dans le premier arrondissement de N'Djamena. Placée sous le thème Armée, creuset de la paix et de l'unité nationale, la cérémonie s'est tenue sous la haute autorité du chef suprême des armées, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, autorités civiles et militaires, diplomates, ainsi que de nombreux invités ont répondu présents à ce rendez-vous, aux côtés d'officiers généraux, sous-officiers et soldats de rang. Dans une atmosphère de fraternité et de solennité, la fête des armées a une nouvelle fois rappelé sa vocation première, renforcer l'unité entre frères d'armes et rapprocher l'armée nationale tchadienne du peuple qu'elle protège. Ce but est revenu dans toutes les interventions, en commençant par celle du président du comité d'organisation, le général de corps d'armée, Jonta Marcel Yo Nati, chef d'état-major de l'armée de terre. Il a rappelé les missions régaliennes de l'ANT qui sont, entre autres, défendre l'intégrité territoriale, protéger les populations et garantir la sécurité des biens. Ensuite, il a salué la présence du chef de l'État, chef suprême des armées, qu'il a qualifié de signal fort de confiance et d'attention constante envers l'institution militaire. Prenant la parole à son tour, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Abakar Daoud Abdelkaïn, a souligné que cette fête est avant tout celle de tous les hommes et femmes entre élites. Il est revenu sur l'engagement soutenu des forces armées tout au long de l'année 2020
2025, notamment à l'est du pays, dans un contexte marqué par la guerre au Soudan. Il a également évoqué les opérations conduites dans le bassin du lac Tchad et au nord, à la frontière libyenne, avec des nouvelles unités de forces mixtes créées pour renforcer la sécurité. S'adressant à ses frères d'armes, le président de la République a exprimé sa fierté aux soldats qu'il décrit comme la charpente de la souveraineté nationale et le rempart le plus solide de la sécurité collective. Le chef de l'État a aussi eu une pensée pieuse pour Feu Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, et pour tous les martyrs tombés pour la défense de la patrie. Il a rappelé les grandes pages de l'histoire militaire du pays, des combats pour l'unité nationale aux opérations extérieures, en passant par les victoires décisives qui ont forgé la réputation de l'armée nationale tchadienne au-delà des frontières. Revenons sur le thème de l'édition. Le chef de l'État a insisté sur le rôle de l'armée comme creuset de la paix et de l'unité nationale. Dans ses rangs, a-t-il souligné, les différences d'origine s'effacent au profit des valeurs républicaines communes que sont la discipline, le courage et la loyauté envers la nation. Sans occulter la réalité, le président a reconnu la persistance des défis sécuritaires liés notamment aux crises régionales et à la menace terroriste, avant d'affirmer que le Tchad ne subit pas l'insécurité mais la combat avec responsabilité, parfois sans la reconnaissance attendue de la communauté internationale. Le chef suprême des armées a réaffirmé ensuite sa volonté de poursuivre la transformation de l'appareil de défense à travers des réformes concrètes évoquant le nouveau statut du militaire, la revalorisation des conditions de vie, la modernisation des équipements et le renforcement de la formation. Le rôle de l'armée dans le développement national à travers les nations civilo-militaires, humanitaires et sociales n'a pas été perdu de vue, insistant sur le rapport homme entre élite et population. Le président de la République a rappelé qu'il n'existe pas de frontière entre l'armée et le peuple. Vous êtes le peuple en armes, a-t-il déclaré, soulignant que la sécurité assurée par les forces de défense et de sécurité permet au pays de progresser dans sa stabilité et dans sa lutte contre la pauvreté. À l'ensemble des militaires tchadiens, où qu'ils se trouvent, le chef de l'État leur a adressé ses vœux les meilleurs pour l'année 2026, réaffirmant son engagement à doter l'armée nationale tchadienne des moyens nécessaires pour faire face à toutes les menaces. Nous quittons le Tchad pour le Burkina Faso. Au Burkina Faso, une loi qui fait l'unanimité dans ce pays et concerne plusieurs centaines d'entreprises. Reportage CNN depuis le pays des hommes intègres. Les grandes entreprises opérant dans les services financiers, l'agroalimentaire, les télécommunications ou les mines sont invitées à établir le siège désormais au Burkina Faso. Le Conseil des ministres l'a souhaité et cette loi a été approuvée par l'Assemblée législative de la transition. Tous les 68 députés ont voté à l'unanimité en faveur de cette loi, aux nombreux atouts, selon la ministre déléguée au ministère de l'économie responsable du budget. Cette loi a pour objectif donc de renforcer l'investissement immobilier. Elle a également comme objectif donc la création d'emplois et également un objectif pas de moindre sera donc le renforcement de la mobilisation des ressources fiscales au niveau interne. En ce qui concerne le Burkina Faso, cette loi prévoit justement des allégements pour aider ces 828 grandes entreprises répertoriées par la Direction générale des impôts en novembre 2025. Stimuler l'économie locale et accroître les recettes fiscales ont conduit plusieurs pays à adopter une telle législation car ces objectifs sont souvent perçus comme complémentaires et nécessaires pour renforcer la résilience financière nationale. Cette logique a poussé bon nombre d'États à voter des lois similaires afin de dynamiser leurs activités économiques sur le territoire et d'augmenter les ressources budgétaires disponibles pour financer les services publics et les investissements. Le Burkina Faso s'inscrit clairement dans cette dynamique à l'instar d'autres pays comme le Nigeria, l'Indonésie, l'Angola, la Malaisie ou le Ghana.
La comparaison avec ces États montre que la stratégie est partagée à l'échelle internationale et que les résultats tangibles peuvent être recherchés par ce type d'initiative. Le cas du Ghana est d'ailleurs parlant. Il a attiré 25 sièges régionaux au Ghana. En termes d'exonération, voilà pour donc l'achat au niveau fiscal et douanier. Les exonérations concernent les deux domaines, aussi bien au niveau fiscal que douanier. Concernant donc l'achat de certains équipements. Les grandes entreprises sont donc définies par des critères qui sont déjà disponibles au niveau de la direction des grandes entreprises. Le critère primordial qui a été retenu dans cette loi porte donc sur le chiffre d'affaires. L'autre projet de loi adopté par l'Assemblée législative de transition autorise le gouvernement par ordonnance à ratifier les conventions et les accords de financement signés avec les partenaires techniques et financiers. Il lui permet aussi de conclure des prêts pour combler les difficultés budgétaires sans passer par le long examen préalable de l'Assemblée législative de transition qui prendra des mois. Retour en Côte d'Ivoire, on va aborder encore le 31 décembre. Oui, pour dire bye-bye à 2025. Le 31 décembre 2025, l'actuel député RHDP élu et maire de la commune de Yopougon, et qui n'est que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, l'honorable Adama Bittogo, depuis le perchoir de l'Assemblée nationale, tenait la clôture ordinaire de la deuxième session ordinaire de la noble institution. Reportage CNN. Le 31 décembre 2025 marquait le jour de clôture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, marquant également la fin officielle du mandat des députés qui siégeaient à l'hémicycle depuis mars 2021. Lors de cette séance de clôture, l'honorable Adama Bittogo a présenté un bilan détaillé des activités et des travaux accomplis au cours de cette législature, revenant sur les principales réalisations sur le déroulement des différentes étapes parlementaires. Ce sont 168 textes de loi qui ont été examinés et adoptés par notre Chambre, dont 149 sous ma présidence. Nous avons également enregistré 3 séances de questions orales avec débat, 9 séances d'information parlementaire, témoignant de la vitalité du débat parlementaire. L'honorable Adama Bittogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a également évoqué l'esprit de camaraderie parlementaire parmi les élus. De surcroît, il exprime sa satisfaction quant aux efforts fournis par l'ensemble des députés pour la promotion de l'institution. Certaines de ces députés prennent part pour la dernière fois en qualité de députés à une section parlementaire. Un hommage leur a été rendu. Sachez que vous aurez marqué cette législature par votre contribution à la construction de notre cadre législatif et à la consolidation de l'état de droit. À chacune et à chacun, je souhaite un plein succès pour la suite de votre parcours. Que l'avenir vous soit favorable et que demeurent entre nous ces liens de responsabilité, de solidarité et de fraternité au service de la nation. Cette séance de clôture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a enregistré la participation de nombreux présidents d'institutions, dont la présidente du Sénat, Madame Kandia Camara, représentante personnelle du chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter le président de l'Assemblée nationale, M. Adama Bittogo, et l'ensemble des députés de cette législature qui, avec les sénateurs, ont permis à la Côte d'Ivoire de se doter de lois pour le peuple ivoirien, pour le développement de notre pays, pour son rayonnement aussi. Toutes les équipes internationales de CNN et CWAB Info vous souhaitent une bonne année 2026. Nous quittons ainsi la Côte d'Ivoire pour le pays de son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État de la République gabonaise. Le président de la République gabonaise, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part à la prestation de serment des 9 juges de la Cour constitutionnelle gabonaise. Reportage CNN.
Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a pris part à la cérémonie solennelle de prestation de serment des 9 juges constitutionnels dans l'hémicycle du palais de la Cour constitutionnelle, conformément aux dispositions de l'article 124, alinéa 5 de la Constitution relative au serment des membres de la Cour constitutionnelle. Nommé le 24 décembre dernier par décret du président de la République gabonaise à l'application de l'article 123 de la Constitution portant nomination des membres de la Cour constitutionnelle, les nouveaux juges ont prêté serment en présence des présidents des institutions constitutionnelles, des membres du corps diplomatique ainsi que des membres du gouvernement, entre autres personnalités. À cette occasion, la main gauche posée sur la Constitution et la main droite levée en signe d'engagement, chacun des 9 membres a prêté serment en jurant de remplir ses devoirs dans le respect de la Constitution. Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charte dans le strict respect de ses obligations de neutralité, impartialité et de réserve, et de me conduire en digne juge constitutionnel. Je le jure. Le président de la République du Gabon, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a adressé ses félicitations aux nouveaux juges tout en leur rappelant les exigences et les responsabilités inhérentes à leurs prestigieuses fonctions, tout en les renvoyant à leurs obligations et en les exhortant à faire preuve d'abnégation, d'impartialité, de rigueur et d'un attachement constant aux valeurs républicaines. La mission qui commence pour vous ce jour est claire. Elle est exigeante. Elle ne tolère ni faiblesse, ni complaisance. Je vous la présente sous la forme de 2 exigences. La première exigence consiste à préserver et renforcer la crédibilité de la Cour constitutionnelle. Cette Cour est non seulement un pilier de notre démocratie, elle est aussi un rempart, un repère. Sa crédibilité repose sur 3 choses simples: la rigueur, l'impartialité et l'indépendance. La seconde exigence qui s'impose à vous est celle du plein investissement dans votre fonction de régulatrice des institutions, telle que dévouée par l'article 113 de notre Constitution. Et convient de souligner que la désignation des 9 juges s'inscrit dans la vision du chef de l'État gabonais, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, de bâtir des institutions fortes, inclusives et représentatives. Cette nouvelle composition se distingue notamment par la présence du juge Aurélie Scolastique Esiwangenda Remboguino, issu de la diaspora, symbole fort de l'ouverture et de l'implication de la jeunesse dans les hautes instances décisionnelles de la République. Pour rappel, parmi les 9 juges constitutionnels, le juge Dieudonné Abba Oono a de nouveau été porté à la tête de l'institution. Restons toujours au Gabon où les fêtes ont été plus ou moins heureuses pour certains et malheureuses pour d'autres. Pourquoi? Parce que dès le 1er janvier, c'est-à-dire au lendemain du 31 décembre, 1er janvier, coup de tonnerre depuis Koulamoutou, à l'exemple de ce que faisaient ses prédécesseurs, et surtout ses illustres prédécesseurs. Depuis Koulamoutou, le 1er janvier 2026, le remaniement ministériel s'est effectué au Gabon. Depuis la ville de Koulamoutou, comme nous le relate ici la secrétaire générale de la présidence de la République gabonaise. Reportage CNN. Déclaration du secrétaire général de la présidence de la République, Madame Muriel Minkoué Mesui, épouse Minsa Mi-Owuno, portant nomination des membres du gouvernement. Par décret du président de la République portant nomination des membres du gouvernement. Sont nommés membres du gouvernement. Ministre d'État. Ministre d'État, ministre des Transports, de la Marine marchande chargé de la logistique, Monsieur Ulrich Manfumbi Manfumbi. Ministre d'État, ministre de la Défense nationale, Madame Brigitte Onkanoa. Ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de l'Instruction civique,
Madame Carméliane Toutoum, épouse Leclerc. Ministre de l'accès universel à l'eau et à l'énergie, Monsieur Philippe Tonangoy. Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Monsieur Adrien Nguema Mba. Ministre du Logement, de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Monsieur Maïs Lloyd Mouissi. Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, chargée de l'intégration et de la diaspora, Madame Marie-Édith Tassila Ye Ndoubenini. Ministre de l'économie numérique, de la digitalisation et de l'innovation, Monsieur Marc-Alexandre Doumba. Ministre de la Justice, de Garde des Sceaux, chargé des droits humains, Monsieur Augustin Eman. Ministre de la Planification et de la Prospective, Madame Louise Pierrette Mvono. Ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions, Monsieur Jean-François Ndong Obiang. Ministre du Pétrole et du Gaz, Monsieur Clotaire Konja. Ministre de l'Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la lutte contre la vie chère, Monsieur Thierry Minko. Ministre des Mines et des Ressources géologiques, Monsieur Sosten Nguema Nguema. Ministre de la Pêche, de la Mer et de l'Économie bleue, Monsieur Aimé Martial Massamba. Ministre des Travaux publics et de la Construction, Monsieur Edgar Mukombi. Ministre de l'Industrie et de la Transformation, Monsieur Lubin Ntoutoum. Ministre de la Fonction publique et du renforcement des capacités, Madame Laurence Mengemenzogo, épouse Ndong. Ministre du Travail, du Plein Emploi, du Dialogue social et de la formation professionnelle, Madame Jacqueline Iloré, épouse Binyumba. Ministre des Eaux et Forêts, de l'Environnement, du Climat, chargé du conflit homme-faune, Monsieur Maurice Alogo Ntosu. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Monsieur Charles Edgar Mombo. Ministre de la Santé, Madame Elsa Ayo, épouse Bivigou. Ministre des Affaires sociales, chargée de la protection de l'enfance et de la femme, Madame Armande Longo, épouse Moulengi. Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, Monsieur Pacom Kossi. Ministre du Commerce, des PME-PMI et de l'Entrepreneuriat des jeunes, Madame Zenaba Nyinga Chaning. Ministre du Tourisme durable et de l'Artisanat, Madame Marcel Ibinga, épouse Itsitsa. Ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts, chargé de la vie associative, Monsieur Paul Ulrich Kessani. Ministre de la Communication et des Médias, Monsieur Germain Biaodjo. Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé du budget, Monsieur Marc Abégué. Fait à Koulamoutou, le 1er janvier 2026. Toutes les équipes internationales de CNN et Siwab Info vous souhaitent une bonne année 2026. Toujours au Gabon, on parlera cette fois encore des forces armées nationales gabonaises. Et là, les forces armées gabonaises ont commémoré les 40 soldats. Reportage CNN. La cour d'honneur de l'état-major général des forces armées du Gabon a constitué de cadre pour cette cérémonie riche en rigueur et en symboles militaires. 20 officiers supérieurs ont été élevés au rang de colonel, lieutenant-colonel et commandant selon les pratiques et les coutumes de l'institution. Cette cérémonie marque un moment fort de la vie militaire car elle consacre l'élévation en grade de femmes et d'hommes qui ont librement choisi de servir la nation
sous le drapeau. Le général des forces armées gabonaises a congratulé les nouveaux promus tout en louant leur parcours remarquable, leur fidélité et leur dévouement continu au service de la patrie. Le port des galons ne saurait être perçu comme un simple ornement de l'uniforme. Il constitue avant tout un symbole fort de responsabilité, d'autorité et d'exemplarité. Profitant de cette occasion, il a également souligné aux nouveaux officiers la responsabilité qui vient avec l'avancement en grade. Plus l'on s'élève dans les hiérarchies, plus le poids de la mission devient exigeant. Je vous exhorte donc à demeurer fidèle à vos engagements, à observer scrupuleusement la discipline militaire et à veiller au respect strict des textes réglementaires et statutaires qui fondent notre institution. Lors de cette cérémonie, 20 autres militaires provenant de diverses forces de défense ont reçu la médaille de reconnaissance des forces armées gabonaises en hommage au service fourni et au professionnalisme affiché durant leur carrière. Quittons le Gabon pour le pays où l'on attend encore un remaniement ministériel de part et d'autre, à savoir le Cameroun, présidé par son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Un pays où c'est vrai qu'avec tous nos reporters, tout le monde est à l'affût de savoir quelle sera l'image du nouveau gouvernement au Cameroun. Tout est à l'attente, c'est le style Paul Biya, président de la République du Cameroun. Mais en attendant, tout le monde va qu'à ses occupations. Et je dirais, l'administration fonctionne. Et au Cameroun, on peut parler en exemple de la commune de Douala 3e, qui a tenu un conseil municipal en votant un budget de 6,2 milliards de francs CFA pour l'exercice 2026. Reportage Stéphane Négou et Jean Nineta. Réunis en session plénière dans la salle des délibérations du nouvel hôtel de ville situé dans le 3e arrondissement de la ville de Douala pour examiner et voter le budget du prochain exercice. La session que présidaient M. Valentin et Poupin Bossambo, maire de la commune de Douala 3e, a connu la présence du préfet du département du Vouri, de la représentante de la mairie de la ville, des autorités traditionnelles ainsi que de 46 conseillers municipaux et bien d'autres personnalités, a été marquée par l'adoption de 16 délibérations par les conseillers municipaux après débat et l'arrêt d'un budget de 6,2 milliards de francs CFA en recettes et en dépenses pour l'exercice suivant. Notons que ce budget est en légère hausse en recettes et en dépenses de 6 milliards 200 millions de francs CFA, soit une progression de 1,22%, présentant le projet de performance annuelle PPA pour 2026. Le premier magistrat du 3e arrondissement de la ville de Douala a expliqué que l'élaboration budgétaire a tenu compte des contextes internationaux et nationaux marqués par une reprise économique modérée, les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient et les conditions financières restrictives. Au plan national, l'économie camerounaise devrait se consolider en 2026 avec un taux de croissance du PIB réel projeté à 3,9%. Le budget 2026 de la commune de Douala 3e s'articule autour de 4 programmes majeurs. La déclinaison en actions et indicateurs, c'est dans le document que vous avez, c'est-à-dire l'objectif de l'action 11 est d'améliorer l'offre de services en matière sanitaire, d'état civil, d'assistance aux nécessiteux et au regroupement des femmes. Les crédits budgétaires pour toute cette activité-là, pour toute cette partie, ces actions-là, est de 363 500 000. La lutte contre l'insalubrité à travers l'achat de 2 camions en pyrole sinotropes pour le ramassage des ordures ainsi que l'installation de 40 lampes solaires sur certains tronçons de la route et bien d'autres réalisations restent des indications claires que porte ce budget. Silak Marivogo, préfet du département du Vouri et représentant de l'État à cette section, a pris acte de ce budget voté
tout en saluant les prévisions réalistes qui permettent de booster le développement local en exprimant son extrême satisfaction au micro de CNN Télévision. Ce que je demande, c'est que les conseillers continuent à travailler d'arrache-pied et de continuer à évoluer en rang serré. Nonobstant l'approche de la fin de leur mandat, en tout état de cause, le chef de l'État est le seul alvé magister qui en décidera le moment venu. Mais ce qui est important, c'est que les uns et les autres restent concentrés sur les missions qui leur sont dévolues. Nous quittons le Cameroun pour un autre pays de l'AES, à savoir le Mali. Le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État de la République du Mali, a donné des directives au nouvel ambassadeur, accrédité désormais en Suisse à Genève, son Excellence l'ambassadeur Gaoussou Cissé. Reportage CNN. C'est un diplomate expérimenté qui va désormais représenter le Mali auprès de la Confédération helvétique et des organisations internationales présentes en Suisse. Avant de prendre fonction, l'ambassadeur Gaoussou Cissé a sollicité les conseils et les orientations du président de la transition, le chef de l'État, le général Assimi Goïta, qui a instruit le nouvel ambassadeur d'assurer le respect des 3 principes qui régissent désormais l'action gouvernementale au Mali. Notre diplomatie est bâtie dorénavant sur le respect des 3 principes qui sont devenus constitutionnels, la souveraineté, le choix des partenaires et les intérêts des populations maliennes. Et cela à travers 3 perspectives. Une perspective de souveraineté en matière de sécurité, deuxième souveraineté économique, et puis se retrouver également dans le cadre de la réconciliation nationale. Vous savez que depuis l'année dernière, le Mali s'est réapproprié la réconciliation nationale à travers le dialogue intermalien. Le président de la transition a insisté sur la mise en œuvre de la charte pour que les Maliens se retrouvent. Et c'est pourquoi d'ailleurs il m'a demandé expressément de pouvoir faire le plaidoyer sur la dynamique de l'année de la culture. Parce qu'il faudrait que chaque Malien puisse se retrouver. Il a également insisté sur la dimension multilatérale, notamment tout ce qui est en rapport avec la politisation des droits de l'homme et d'autres règles internationales. Et en fin de compte, il a insisté sur la protection des Maliens, quelle que soit leur situation. La protection des intérêts du Mali, quelles que soient les situations. L'ex-directeur Europe du ministère des Affaires étrangères et ambassadeur à Bruxelles et Madrid se sent à l'aise. Il s'emploiera à fortifier les relations d'amitié et de coopération entre le Mali et la Suisse. Dans son allocution, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a demandé aux diplomates maliens de bien relayer les nouvelles dynamiques confédérales de l'AES. Que les ambassadeurs, les chefs de poste doivent poursuivre à construire, à faire le plaidoyer de cette dynamique qui va dans le sens des intérêts des populations des 3 pays qui se reconnaissent dans cette confédération, parce que c'est une confédération dont les objectifs sont en phase avec les préoccupations des populations, mais surtout, c'est une confédération qui choisit son propre chemin, sa propre feuille de route et qui n'est pas influencée par d'autres acteurs internationaux. Le nouvel ambassadeur du Mali en Suisse est un diplomate expérimenté, affirmé, bien compris les enjeux de sa mission, en particulier en ce qui concerne la réalité du Mali, ses décisions stratégiques et la vision des autorités de la transition. Nous quittons un tant soit peu le Mali pour la Guinée équatoriale. Ce pays d'expression hispanophone mais qui figure dans le Gotha des pays de l'Afrique centrale. Et dans ce pays présidé par son Excellence Théodore Obiang Nguema, ce pays fait des choses exceptionnelles pour le bonheur de ses populations. Et avec la présence du vice-président de la République qui bouge et qui fait vraiment des choses admirables et appréciables par ses compatriotes,
On peut simplement dire que c'est effectif. Le transfert de la capitale de Malabo à Ciudad de la Paz, c'est-à-dire la cité de la paix. Un transfert stratégique salué par les Équato-Guinéens. Reportage CNN. Le 2 janvier 2026, au palais présidentiel à Ciudad de la Paz, situé à Diblo, au cœur de la forêt, son Excellence Obiang Nguema Bazogo, président de la République de Guinée équatoriale, a officiellement déclaré Ciudad de la Paz comme capitale de la Guinée équatoriale en signant un décret-loi. La ville a été choisie en raison de son emplacement stratégique et de son potentiel face à la surpopulation de Malabo et de Bata. En présence des hautes autorités de l'État, entre autres le vice-président en charge de la défense et de la sécurité, M. Teodoro Obiang Nguema, la première dame Constancia Nguema Sou Akomo, ainsi que de nombreux membres du gouvernement et dirigeants du Parti démocratique de Guinée équatoriale. Cet acte représente un changement décisif 57 ans après la déclaration d'indépendance de la Guinée équatoriale en 1968 et s'inscrit dans la continuité de la politique de réorganisation territoriale amorcée le 3 août 1979 et ont permis l'organisation administrative du pays en provinces, districts, municipalités, conseils villageois. Je suis sûr que nous ne regretterons pas cette décision car elle nous apportera des avantages certains en garantissant la stabilité politique de la nation et le développement des populations rurales du continent. Garantizando la estabilidad política de la nación y el desarrollo de las poblaciones rurales de la parte continental. De linge avelu, goudronné, des villas et hôtels de luxe, des bâtiments flambant neufs, encore pour la plupart inoccupés. Depuis plusieurs années, le gouvernement transforme Ciudad de la Paz en future capitale politique de la Guinée équatoriale, financée par les revenus pétroliers, le pays étant l'un des principaux producteurs du continent. La métropole lancée il y a plus de 15 ans par le président Teodoro Obiang Nguema remplace l'actuelle capitale administrative Malabo, située sur l'île de Bioko. Ciudad de la Paz, aussi surnommée Ohala, n'a pas accès à la mer. Le président a justifié le transfert de la capitale par des raisons de sécurité nationale, soulignant que de nombreuses attaques venant de l'étranger ont ciblé les institutions étatiques ces dernières années, notamment des vols à main armée, des banques à Bata, une tentative d'assaut sur le palais présidentiel et la tentative de coup d'État de 2017 déjoué à la frontière camerounaise dans le district d'Ebi-Biying. Ces incidents ont révélé la fragilité des anciennes capitales, toutes deux situées en bord de mer, en plaçant le siège du pouvoir à distance au centre du territoire continental. Les responsables visent à diminuer les dangers d'intrusion maritime. Tout en évitant les mouvements migratoires vers les grandes villes de Malabo et Bata, qui sont déjà saturés en termes de population. Saturadas de la population. Avec l'officialisation de Ciudad de la Paz en tant que capitale de la République de Guinée équatoriale, les autorités visent à consolider la stabilité institutionnelle, accroître la sûreté des institutions de l'État et encourager une meilleure intégration régionale. Son Excellence Obiang Nguema Bazogo a demandé au gouvernement et aux institutions constitutionnelles de soutenir la mise en œuvre de cette décision considérée comme une stratégie pour l'avenir du pays. Le transfert progressif des fonctions administratives et politiques vers la nouvelle capitale représente un jalon essentiel pour renforcer l'État et moderniser l'action publique en Guinée équatoriale. Après cette belle capitale désormais en Guinée équatoriale, c'est Ciudad de la Paz, c'est-à-dire la cité de la paix, si vous voulez. Encore, comprenez-le comme ça. On essaye de faire aussi un peu en espagnol. On peut simplement dire que la Guinée va pas à pas pour installer des véritables institutions pour le plaisir d'un des Équato-Guinéens, ensuite de toute l'Afrique. Nous quittons la Guinée équatoriale pour une autre Guinée, celle-là, la Guinée-Conakry, juste après la réclame. Toutes les équipes internationales de CNN et Siwab Info vous souhaitent une bonne année 2026. En Guinée-Conakry, ça y est, c'est désormais officiellement une république pas
avec un chef d'État de transition, mais avec un chef d'État élu. Il s'agit simplement du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya. Et vous voulez en savoir plus? Voici. La fin de la transition en Guinée, la Cour suprême de la Guinée-Conakry a proclamé les résultats définitifs de la présidentielle 2025. Avec la post-production de Marcel Bassolé, voici le récit complet de cette élection brillamment déroulée en Guinée-Conakry. 5 jours après l'annonce des résultats complets de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 par la DGE et la transmission de tous les procès-verbaux à la Cour suprême ainsi que la réception du rapport final de l'Observatoire national autonome de supervision des référendums et des élections, la Cour suprême de Guinée disposait selon la législation électorale de 8 jours francs pour traiter les contentieux. Dans ce contexte, la Cour suprême a rendu sa décision lors de l'audience du dimanche 4 janvier concernant l'examen des résultats globaux définitifs, notamment par l'intervention du procureur général auprès de la Cour suprême, M. Sidi Souleymane Diaye, qui a évoqué le retrait du recours du candidat Abdoulaye Yeo Baldé. La loi reconnaît aux candidats et aux personnes légalement habilitées le droit de contester les opérations électorales dans les formes et délais qu'elles déterminent. Qu'il faut, à cet effet, relever que Abdoulaye Yero Baldé, candidat du parti Frondé, a, le 2 janvier 2026, introduit une requête aux fins de contestation des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Qu'il a, toutefois, le lendemain, adresser une lettre de désistement au premier président, qu'il faut à ce sujet souligner simplement qu'en matière de procédure, le désistement entraîne la perte d'objet du recours. Monsieur le Premier Président, ce passage nous paraît important et le représentant du ministère public vous prie d'en tenir compte. Qu'en matière de procédure, le désistement entraîne la perte d'objet du recours. Comme on le dirait de manière simple, le recours devient sans objet. Que le représentant du ministère public déclare en prendre acte. Monsieur le Premier Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, sur la mission de la Cour suprême, que la présente audience constitue une étape majeure du retour à l'ordre constitutionnel en République de Guinée. Qu'à cette fin, le représentant du ministère public tient à souligner le rôle essentiel de la Cour suprême comme garante de la légalité électorale, la nécessité de préserver la paix sociale, la stabilité des institutions et le respect du suffrage universel. L'importance pour tous les acteurs politiques, d'observer une attitude républicaine respectueuse des décisions de justice. Que la Cour suprême a seul le pouvoir de proclamer les résultats définitifs. Et en y procédant, elle exerce une mission d'une portée institutionnelle majeure. Après avoir analysé attentivement les procès-verbaux, le président de la Cour suprême a annoncé les résultats par candidat avant d'annoncer le nom du gagnant de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Article 3 déclare que M. Mamadi Doumbouya, candidat indépendant, a recueilli 4 594 262 voix, soit 66,72% des suffrages valablement exprimés. Article 4 proclame le candidat Mamadi Doumbouya élu président de la République de Guinée dès le premier tour pour un mandat de 7 ans. Article 5 dit que le président Ahmed sera affiché au greffe de la Cour
et publié sans délai au journal officiel de la République. Après l'annonce de ces résultats définitifs, les populations ont pris l'assaut les rues de Conakry pour manifester leur joie et exprimer publiquement leur satisfaction envers le président élu. Elles se sont rassemblées en masse dans les artères de la capitale, défiant et célébrant bruyamment la victoire du président élu. Cela signale donc la fin de la transition en Guinée et le retour à l'ordre constitutionnel en attendant la tenue des élections législatives et communales. Vous avez décidé de choisir votre petit écran comme toujours. C'est vrai qu'après un petit temps de repos dû aux fêtes de fin d'année, la reprise pour cette première émission du mois de janvier 2026, toute notre équipe réunie vous présente ses vœux. Toutes les équipes internationales de CNN et Siwab Info vous souhaitent une bonne année 2026. Voilà, maintenant qu'on a pu souhaiter la bonne année à tous nos téléspectateurs, c'est l'heure du premier grand format, du premier numéro 2026 du Consti-ECA Weekly News. C'est l'heure du grand format. Dans ce grand format, la journée du 7 janvier en Côte d'Ivoire à Abidjan a été marquée à Abidjan par la remise de la démission du Premier ministre et de son gouvernement, ainsi qu'un conseil de ministres présidé par son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et cette annonce de dépôt de la démission du Premier ministre nous a été faite par la secrétaire générale de la présidence de la République, Madame Masséré Touré-Koné. Et ensuite, vous verrez comment s'est déroulé le Conseil de ministres, le dernier pour tous les membres du gouvernement actuel, enfin du gouvernement qui précède le 7 janvier 2026, et dans l'attente d'un prochain gouvernement. Le grand format avec l'œil de Ousmane Koulibaly. Sur Abidjan, en Côte d'Ivoire, le mercredi 7 janvier 2026, il a soufflé sur le palais présidentiel un vent frais inhabituel venu des rives de la lagune ébriée, comme un signe qui accompagne la tenue du premier conseil des ministres de l'année 2026. Brillante élection présidentielle et législative pour le RHDP, le parti du président, qui voit arriver des ministres pour certains, satisfaits du travail abattu à ces deux scrutins présidentiels et pour les législatives. Tous les membres du gouvernement étaient présents au rendez-vous. Aucune absence, alors que rien ne laissait présager qu'il s'agissait du dernier conseil des ministres de l'équipe du Premier ministre, Begré Mambé. À l'invitation du président de la République, le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Begré Mambé, prend la parole pour souhaiter à tous une bonne année 2026 et pour remercier au premier chef, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le vice-président de la République, bonjour à vous. Monsieur le Premier ministre, mesdames les membres du gouvernement, mesdames, messieurs, bonjour à chacune et à chacun de vous. Tous mes voeux de bonnes et heureuses années et en tout cas mes souhaits les meilleurs. J'aurai à vous adresser en particulier tout à l'heure après la presse, mais je vous laisse la parole, Monsieur le Premier ministre. Excellent Monsieur le Président de la République, c'est pour moi un très grand honneur de prendre la parole ce matin à l'occasion du premier Conseil des ministres de l'année 2026, également premier Conseil des ministres après l'élection présidentielle et votre prestation de serment. En ces circonstances solennelles, je voudrais, au nom du gouvernement et à mon nom personnel, vous adresser nos vœux ardents de paix, de santé, de longévité, de succès et de bonheur. Ces vœux s'étendent à votre épouse, Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, ainsi qu'à votre famille et à l'ensemble de vos proches. Vous avez, par votre engagement au travail et votre conduite exceptionnelle de vos collaborateurs, amené le gouvernement à maintenir une activité à un rythme particulièrement élevé. Ainsi, en 2025, nous avez présidé 17 conseils des ministres,
suite aux 30 conseils de gouvernement tenus. Ces séances ont permis d'adopter 26 projets de loi, 13 projets d'ordonnance et 226 mesures générales dans le cadre des décrets, dont un important organigramme des ministères. En ce qui concerne les mesures individuelles, le Conseil des ministres en a adopté 125, dont 27 communications, 19 décrets de nomination d'ambassadeurs et 74 projets de décrets de nomination dans les départements ministériels. Enfin, Votre Excellence a promulgué 30 lois au cours de cet exercice 2025. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a ensuite pris la parole. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, chers collaborateurs, je suis particulièrement heureux de vous retrouver ce matin à l'occasion de ce premier conseil des ministres de la nouvelle année 2026. Je voudrais avant tout propos vous exprimer, Monsieur le Premier ministre, mes sincères remerciements pour les vœux chaleureux formés à mon endroit, à celui de la Première Dame et du Vice-président, au nom du gouvernement. Je voudrais exprimer à chacune et à chacun de vous mes vœux les meilleurs pour l'année 2026. Ces vœux s'adressent également à vos familles respectives, à vos proches ainsi qu'à l'ensemble de vos collaborateurs. Cette forte adhésion de nos concitoyens nous invite à faire davantage d'efforts pour accélérer le rythme d'exécution des programmes et projets et permettre d'améliorer plus vite les conditions de vie de nos populations. C'est pourquoi j'ai rappelé dans mon allocution du 31 décembre dernier notre engagement à respecter le contrat social qui nous lie avec la population, à savoir la consolidation de la paix, de la sécurité et de la solidarité nationale, et deuxièmement, le développement économique et social. J'attends donc de chacun de vous et de notre administration dans son ensemble des résultats concrets, bien aussi bien en matière d'amélioration de la qualité des services rendus aux populations qu'en matière de réalisation d'infrastructures dans le respect de l'orthodoxie budgétaire. Notre ambition pour une grande Côte d'Ivoire doit se traduire sur le terrain à travers des actions efficaces, innovantes et durables. Alors est venu le temps du huis clos gouvernemental, hors caméra. Après quoi, et sur le perron du palais présidentiel, Madame Masseri Touré Koné, secrétaire générale de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, est venue s'adresser à la presse nationale et internationale. CNN vous relate ici la teneur exacte de son communiqué. Communiqué de la présidence de la République. À la suite des élections législatives du samedi 27 décembre 2025, qui ont vu l'élection de plusieurs membres du gouvernement, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a rendu sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président de la République qui l'a acceptée. Ainsi, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 7 janvier 2026 à la signature de plusieurs décrets. Au titre du gouvernement, le président de la République a signé 2 décrets. Le premier décret met fin aux fonctions du Premier ministre chef du gouvernement et des membres du gouvernement. Le deuxième décret met fin aux fonctions des ministres-gouverneurs des districts autonomes.
Le président de la République adresse ses remerciements au Premier ministre Robert Begré-Mambé et aux membres du gouvernement pour leur importante contribution au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. En attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un nouveau gouvernement, le Premier ministre et les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes. Le président de la République salue également l'engagement des ministres-gouverneurs au service de la nation en général et de leurs districts respectifs en particulier. Au titre de la présidence de la République, le président de la République a signé un décret mettant fin aux fonctions des ministres d'État, des ministres et des ministres conseillers à la présidence de la République. Le président de la République les félicite pour l'important travail accompli au service de notre pays. Fait à Abidjan le mercredi 7 janvier 2026, je vous remercie. Dans l'attente des toutes prochaines nominations à la primature de la République de Côte d'Ivoire et de la formation d'un nouveau gouvernement, les cœurs des prétendants battent la chamade et le souffle des 30 millions d'Ivoiriens est suspendu. Tous les regards du nord au sud, de l'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire sont désormais fixés sur le Palais de Verre et l'emblématique Palais de la République de Côte d'Ivoire, dans l'attente de connaître les nouveaux membres qui constitueront la première équipe gouvernementale du deuxième mandat de la Troisième République, présidée par son Excellence, M. Alassane Ouattara. C'est terminé pour cette émission Constieka Weekly News, premier numéro du mois de janvier 2026, tout en n'arrêtant pas de vous souhaiter la très bonne année. Toutes les équipes internationales de CNN et CWAB Info vous souhaitent une bonne année 2026. Est-il besoin de vous rappeler que si vous avez des enfants, au lieu de les envoyer faire des études en Europe, ou depuis ces derniers temps, on voit effectivement les méfaits de la neige un peu partout, il vaut mieux les garder au chaud chez nous. Et ça, grâce à notre partenaire officiel. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Ouverture de la nouvelle École supérieure des sciences agronomiques, en sigle ESSA, et ses filières d'agronomie à l'IUL-BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique, de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci à toutes les équipes de CNN, merci à tous et à vous qui regardez ce programme. N'hésitez pas, si vous avez besoin de regarder nos émissions, le Constieka Weekly News, voici les horaires de programmation. 8h GMT, 11h30 GMT, 16h45 et 19h. Si vous êtes en Afrique centrale, vous ajoutez juste une heure en plus. Et retenez que vous pouvez aussi sur cnntv.ci regarder en cliquant sur vos portables, sur vos laptops, sur vos ordinateurs, et vous êtes en face de votre chaîne de télévision non-stop. Et l'information panafricaine en continu, c'est sur CWeb Info, mais vous faites www.cwebinfo.ci
Et là, vous pouvez en permanence regarder de l'information africaine. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour ce numéro. Je suis Consti Eka. Au revoir.